Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. Prenez le temps de vous déposer, de souffler. Ah ben pour le Québec, vous êtes à l'heure de dîner quand même, mais prenez le temps quand même de souffler, de prendre quelque chose à boire, une collation, votre repas. Et pour les Français, les Européens, de vous détendre. Avant de commencer ce beau live, sur la question que j'ai reçue la semaine dernière, qu'on a commencé à aborder ensemble hier, qui est une question différente que des questions que je reçois, que j'ai reçues dans les 5 dernières semaines, qui va comme suit. On voit de plus en plus d'objets lourds dans le CPE, Centre de la petite enfance, donc garderie, où va mon enfant. Je suis moi-même éducatrice dans un groupe de 2-3 ans, dans un autre CPE. Salut ma chère Sabrina! Et je me demande comment choisir les bons objets lourds pour mon enfant de 4 ans et qu'est-ce que ça fait à son corps. Donc très intéressant comme question parce que justement, effectivement, bon, je vous mentionnais hier, moi quand j'avais ma clinique privée ergothérapie enfance à Prévost, j'allais évaluer les enfants dans les différents centres de la petite enfance, même aussi dans les milieux familiaux, dans des garderies privées, peu importe. Et j'allais aussi dans les différentes écoles. Puis effectivement, on peut de plus en plus, salut mon cher Xavier, on peut de plus en plus trouver des objets sensoriels dans les classes, dans les locaux. Et c'est important de connaître ce que c'est pour bien les utiliser. Parce que je vous l'ai dit hier, des objets lourds, des objets dits lestés en langage neurodéveloppemental, en langage sensoriel, c'est pas des jouets. C'est des outils thérapeutiques. Et je vous l'ai dit hier, mais je vous le redis parce que c'est hyper important à se rappeler. Salut mon cher Thierry! Les objets lourds, les outils sensoriels, la visée, voilà. La visée, c'est pas qu'on les intègre dans le quotidien de l'enfant et que ils maintiennent ça à vie. Hein? Quelqu'un se casse une jambe, est-ce que l'objectif, c'est de lui donner une béquille et qu'il reste avec sa béquille le reste de sa vie? Ben non. Quelqu'un se casse un bras puis on lui met un plâtre. Est-ce que l'objectif, c'est qu'il soit dans le plâtre toute sa vie? Non. Et c'est ça, les outils sensoriels. Il faut le voir comme une béquille, comme un plâtre. La visée d'un outil sensoriel n'est pas de rester à l'enfant ou à la personne à vie. L'objectif d'un outil sensoriel, quand on l'intègre auprès de l'enfant, comme moi, comme ergothérapeute canadienne, qui faisait l'évaluation globale neurodéveloppementale de l'enfant et que je faisais l'établissement en totalité de son profil sensoriel, je déterminais les outils qui allaient faire une différence dans son neurodéveloppement actuel, tout en travaillant en parallèle et faire un sevrage de l'outil. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que on rentre dans les garderies ou on rentre dans les écoles et tous les enfants ont des coquilles anti-bruit, tous les enfants ont des chewy tubes dans la bouche, tous les enfants ont des objets lourds sur leurs cuisses ou sur leurs épaules, comme si c'était comme ça. Comme si c'était un vêtement ou un jouet. Mais c'est pas le cas. Et je trouve très intéressant que cette maman-là m'a envoyé cette question-là qui est très différente, comme je vous ai dit, des questions que je recevais dans les dernières semaines. Parce que, je vous l'ai dit, moi au Québec, quand j'ai constaté ça,
je me suis fait une mission d'aller voir les boutiques sensorielles qui existaient pour former les vendeurs d'outils sensoriels pour leur dire, ben, vous vendez pas des jouets. T'sais? Et là, j'ai donné des conférences puis des formations. Puis c'est super important parce que nous, les ergothérapeutes, à la base, on fait une prescription de ces outils-là. Hein. On met ça dans nos recommandations ergothérapiques, dans nos rapports d'évaluation et dans nos plans d'intervention. Et anciennement, comme je disais hier, les outils sensoriels, pour y accéder avant, c'était que par les ergothérapeutes qui allaient sur les plateformes pour les commander. Alors que maintenant, on voit ça à tout vent, un peu partout. Donc, gardez ça en tête, mes chers. Toujours, toujours, toujours. Parce que des outils sensoriels, c'est à mettre en place à un moment X pour les retirer à un moment Y. Ça a une visée thérapeutique. Et il faut prendre des précautions par rapport aux objets, aux outils sensoriels. Parce que c'est sensoriel, ça touche le système nerveux. On peut pas dire que c'est banal, c'est un jouet. Non. C'est pas un toutou. C'est pas une petite voiture, c'est pas... Non. Et là, on se concentre sur les objets lourds, aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples d'objets lourds si vous avez jamais vu d'objets lourds. Hein. Je l'ai abordé hier rapidement. Il y a plusieurs types d'objets lourds dans les outils sensoriels. On a ceux qui se mettent au niveau du cou, au niveau des épaules. On a ceux qui se mettent au niveau des cuisses, qui ressemblent un peu vraiment à des toutous. On a les coussins qui sont un petit peu plus longs, qui ressemblent plus à un oreiller de corps. On a les vestes lourdes avec des poids qu'on rajoute. On a les poignets lourds. On a des ustensiles lourds. On a des couvertures lourdes. Hein? Ou dans le langage, comme je disais, lesté. On dit tout le temps lesté. Et pourquoi qu'on a tout ça? Pourquoi qu'il y en a des différents? Mais dans le fond, c'est que, justement, l'ergothérapeute canadien, ici en France, ça va être séparé entre l'ergothérapeute et le psychomotricien. Comme je vous disais, le psychomotricien n'existe pas du tout en Amérique. Donc, c'est tout l'ergothérapeute qui, nous, faisons à la fois le métier de l'ergothérapeute et du psychomotricien ensemble. Et moi, par après, je me suis spécialisée en intégration sensorielle. Donc, ça, c'est mon domaine dada. Les différents outils sensoriels, pourquoi qu'il y a différents types? C'est parce qu'il y a différentes visées, puis qu'il y a différentes zones du corps qu'on va les utiliser. OK? Je vous explique. Si on a un enfant qu'on veut aller apaiser, qu'on veut aller détendre, un objet lourd qui est mis au niveau de ses épaules, ça va viser un apaisement et un calme. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive derrière vous et qui met ses mains sur vos épaules et qui pousse vers le bas. Ça relaxe. Ça apaise. Par exemple, un objet lesté qui est mis sur vos cuisses. Mais si je suis agitée puis j'ai tout le temps le goût de bouger puis je suis très active, mais de le mettre sur mes cuisses, ça va ancrer, ça va grounder. Si j'ai une veste, puis que, dans le fond, il y a les poids qui sont mis à l'avant puis à l'arrière, les différents poids, ça, c'est une visée. Il y a deux visées. Oui, diminuer l'agitation, l'apaisement, mais il y a aussi une notion d'augmenter la conscience corporelle de l'enfant. Un enfant qui ne se sent pas, qu'il est complètement flou, va avoir une posture vraiment comme un peu avachée ou va pas être capable de vaquer vraiment à ses activités manuelles parce qu'il va être trop hypotonique. Des fois,
Si l'enfant est beaucoup trop hypotonique, si on rajoute du poids, il va encore plus tomber, fait que c'est pas une bonne stratégie. Mais des fois, pour certains enfants, il peut avoir juste même un poids minime, ou des fois ça va être juste compressif, on appelle ça une veste compressive. Ça va juste ramener la conscience corporelle de « Ah, ton tronc il existe ». Et ça va permettre à l'enfant d'augmenter son tonus et de favoriser son éveil et de favoriser un redressement postural et donc de pouvoir après utiliser ses mains pour découper, écrire, dessiner, bref, utiliser des outils. Les poignets lourds, ben c'est pour les enfants qui ne sentent pas les mains, des bras. Hein? Et donc, comment voulez-vous que j'utilise un crayon pour écrire si je sens même pas mon poignet? Si la conscience du poignet est trop floue au niveau de mon homunculus, donc la représentation mentale de mon poignet dans mon cerveau. Donc, si j'ancre mon bras, et mon bras, je le sens, et je sens donc les mouvements au niveau de mon poignet, et que je stabilise mon poignet parce qu'en plus j'ai mis un poids, ben oui, il va avoir plus de stabilité puis une meilleure lisibilité dans les tâches d'écriture. Donc, vous voyez, juste à travers les exemples que je viens de vous donner, on voit que les objets lourds, c'est pas un jouet, ça a une visée thérapeutique pour développer des capacités derrière, que ce soit d'apaisement calme, attentionnel, du tonus, lié au tonus, lié à l'éveil, les couvertures lourdes, c'est pour l'endormissement, pour amoindrir les réveils nocturnes. Et comme je vous disais hier, pour tout outil sensoriel, il y a des précautions. Mais des grandes précautions. On ne peut pas niaiser, en termes québécois, avec les objets lourds. Sinon, il arrive des accidents de suffocation, peu importe. Si nous, on n'a pas mis en place un outil lourd de la bonne taille, qu'on ne l'a pas intégré au bon endroit et qu'on ne respecte pas le temps qu'il faut pour qu'il soit posé sur l'enfant, il y a un temps à respecter, ça c'est posé par le professionnel de la santé. Le poids, je vous en parlais hier, c'est maximum 10% du poids de l'enfant. Le poids. Fait que vous avez un enfant de 18 mois versus un enfant de 12 ans versus un ado de 16 ans. Le poids de l'objet lourd va être 10% max de son poids à lui. Moi, je suis arrivée des fois dans des centres de la petite enfance et je voyais des enfants de 2 ans qui avaient la grenouille Manimo, qu'on voit beaucoup sur le marché, sur lui. Mais la grenouille Manimo, elle est faite pour les enfants de... Bon, dépendamment de leur poids, bien évidemment, mais au moins 8 ans et plus. L'enfant avait 2 ans. C'est pas un toutou. C'est ça l'affaire, c'est que ils ont des belles formes, ils sont magnifiques. Hein? Les objets lourds sont rendus magnifiques. Et il y a des créateurs incroyables au Québec qui travaillent en collaboration avec des ergothérapeutes pour créer tous les outils sensoriels, dont les objets lourds. Donc, ça fait des trucs thérapeutiques et magnifiques, mais ce n'est pas des jouets. Pour tous ces outils-là, vous avez sur ma plateforme www.patricia-ergothérapeute.com, dans l'onglet ressources, vous avez des boutiques sensorielles, des endroits, moi je connais évidemment ceux au Québec, qui sont même faites main, hein, mais qui sont créés en collaboration avec les professionnels qui les prescrivent. Donc, ils sont bien faits. Et ces vendeurs-là sont habitués qu'il y a un travail fait en amont par un ergothérapeute pour prescrire ces outils-là. Et donc, vient avec la totalité de
comment qu'on l'applique, combien de temps, pourquoi, puis les précautions à prendre. Donc, par rapport à la question de la maman, quel objet lourd pour mon enfant de 4 ans? Ça dépend toujours justement du poids de la petite de 4 ans. Ça dépend de la visée. Pourquoi on choisirait un objet lourd? Ben justement, est-ce qu'on a une visée attentionnelle, une visée d'éveil, une visée de tonus, une visée d'écriture, une visée pour l'endormissement ou pour la sieste? Donc c'est ça qui va venir teinter quel outil vers lequel on se tourne. Est-ce que vous avez déjà vu des objets lestés de votre côté? Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Parce que je sais que quand on n'est pas dans le domaine, on ne connaît pas nécessairement les outils sensoriels qui sont existants, disons. En fait, tu sais, vous savez, un objet lourd, ça peut être tout simplement un coussin comme ça, hein, mais avec un poids. Hein? Donc, des fois, c'est pas quelque chose d'hyper complexe. Moi, avec les enfants, pour travailler énormément leur motricité globale, mais pour leur ancrage, je travaillais même avec des ballons lourds, hein, que j'appelais une patate chaude, là, puis bref, il fallait se lancer ça ou rouler ou déplacer ça, mais ça ancre et ça permet à l'enfant de gagner au niveau de sa conscience corporelle, notamment au niveau des bras, au niveau des épaules, oui, faire un renforcement, mais c'est surtout la conscience corporelle. Donc, vous n'avez pas vu? Bonjour Nathalie! Donc, voilà. Hyper important de voir que justement, il y a différents outils avec des visées différentes et que justement, comme la maman m'a écrit, hein, de se questionner par rapport à ça. Et c'est ça qu'on va revoir demain ensemble. C'est la posture parentale par rapport à ces outils-là, comment qu'on les utilise, comment on fait pour faire en sorte que notre enfant ne perçoive pas ça comme un jouet. Hein, donc de garder, disons, le cadre nécessaire par rapport à l'utilisation des outils sensoriels. C'est vous, mes chers parents, qui gérez l'outil sensoriel. C'est pas l'enfant. Et c'est ça qu'on va aller voir demain, comment qu'on fait, hein, la posture parentale. Et aussi ce que je vois trop souvent par rapport à l'utilisation d'outils. On va aller plus loin même, je vous dirais demain, on va voir à la fois la posture parentale, mais la posture aussi en tant qu'intervenant à l'enfance, hein, comme notamment la situation ici, c'est des éducatrices en garderie, mais même en tant qu'enseignant. Comment qu'on se positionne par rapport à ces outils-là, sachant que, techniquement, c'est pas tous les enfants qui ont besoin des coquilles anti-bruit ou des objets lourds ou des outils comme les chewy tubes. C'est certains enfants propres à leurs besoins. Donc, ce qui arrive souvent, c'est justement qu'on ne sait pas comment gérer ça dans un cadre de groupe. Donc, on va aller voir ça ensemble en détail demain. Donc, voilà. Maintenant, si je vous explique concrètement qu'est-ce que ça crée au niveau du système nerveux d'avoir l'objet lourd. Je vous l'ai dit, il y a des visées attentionnelles, éveil, tonus, nanana. Quand vous allez en massothérapie, hein, au Québec, on a des massothérapeutes, ça vient travailler à la fois le sens tactile de la région où ce que le poids est mis. Ça vient directement chercher les récepteurs proprioceptifs de la région. Les récepteurs proprioceptifs sont situés dans nos muscles, au niveau de nos articulations, donc au niveau de nos tendons, de nos ligaments. Et le poids ici,
va venir informer le tronc cérébral. Ah, là, il y a une stimulation qui manque. Donc, ce que ça fait, le tronc cérébral a cette information-là, l'envoie au système limbique qui l'envoie après au cortex. Et au niveau de l'homonculus, ça fait qu'on est plus conscient de notre région corporelle. Si je vous dis, mes chers, dessinez avec une mitaine de ski là, dans les mains. Tu sais, une mitaine là, qui n'a pas de doigts. Là. Bon. Dessinez avec ça. Ou écrivez votre nom. Écrivez votre nom avec ça. Qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir la misère à écrire parce que là, vous avez une grosse mitaine. Puis après, je vais vous demander, enlevez votre mitaine. Je vais vous faire frotter les mains comme ça. Je vais venir faire un massage là, proprioceptif au niveau de chacun des doigts. Je vais vous faire mettre votre main dans des macaronis, peu importe, pour réveiller les récepteurs tactiles. Puis je vais venir, par exemple, refaire un massage même au niveau de la paume et tout. Et après, je vous dis, écrivez. Comment sera l'écriture de votre prénom par rapport à quand vous aviez une mitaine? Bien entendu que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté l'input sensoriel au niveau de la main pour qu'elle soit à même d'être plus capable de l'utiliser, que ce soit au niveau du poignet, que ce soit au niveau de la main, que ce soit au niveau des doigts, que ce soit au niveau des micro-mouvements. Mais avant, avec la mitaine, qu'est-ce qui arrivait? C'était flou. Donc, dites-vous, c'est ça les objets sensoriels, les objets lourds. On a un enfant flou qu'on essaye d'amener de la clarté dans son corps. Peu importe que ce soit la région, mais on essaie d'apporter de la clarté. Et la clarté va avoir un impact sur son éveil, son attention, ou au contraire, le fait qu'il sent, il va pouvoir enfin s'apaiser pour s'endormir. Mais l'objectif en tout et partout, mes chers, d'un point de vue neuro, l'objectif d'un objet lourd, c'est d'apporter de la clarté à un petit corps qui ne se sent pas. Moi, j'ai toujours utilisé l'image du bonhomme Michelin pour réaliser après, quand j'étais à Clermont-Ferrand, que ça venait de là. Mais en tout cas, il y en avait partout, là, tout le monde travaillait chez Michelin. Mais le petit bonhomme Michelin, tu sais, c'est comme deux yeux, puis le bonhomme, il est pas dissocié, il est tout le gros bonhomme blanc. Il n'y a pas de distinction au niveau des coudes, il n'y a pas de distinction nécessairement au niveau des genoux. C'est deux yeux puis un corps flou. Ben, les objets sensoriels vont permettre à un temps X d'augmenter la conscience corporelle pour éventuellement la viser, c'est que ce soit, tu sais, les petits bonhommes de bois tout dissociés avec la tête, avec l'épaule, avec le bras, l'avant-bras, la main, les doigts, je sais pas s'ils mettent les doigts, mais tu sais, qui sont mis sur un petit pic. L'objectif, c'est ça, c'est d'augmenter la clarté. Et pour ça, si ça c'est flou, ça envoie une information floue dans l'agissement de l'enfant. Donc, si on veut changer l'information, ben, en mettant un outil sensoriel, on envoie l'information au niveau de son cerveau. Comme je vous ai dit, un outil sensoriel, l'objectif, c'est pas de le garder tout le temps, c'est que c'est fait à un moment X, avec une visée X, mais pendant ce temps-là, on travaille en thérapie. Pendant ce temps-là, les parents, moi, du moins à ma clinique, ils savaient qu'avec moi, ils travaillaient les parents, parce que je leur donnais des exercices à faire à la maison pour travailler en parallèle tout ce qu'on travaille dans la visée de l'utilisation de l'outil. Parce que j'utilise l'outil pour donner un boost, je travaille en même temps en parallèle, mais mon but, c'est plus qu'il ait besoin de sa béquille, l'enfant.
Donc, au fur et à mesure que j'augmente ses capacités, je diminue le besoin de l'outil et éventuellement, je fais un sevrage et je l'enlève. C'est comme les enfants qui ont des coquilles anti-bruit sur leurs oreilles constamment. Est-ce que ça aide? Non. Parce que la journée qu'il n'y a pas ces coquilles, il va être en panique, cet enfant-là. Et de raison. Parce que son hypersensibilité, elle va être too much. Le tronc cérébral va se mettre en mode Mayday, Mayday, Mayday. C'est dangereux, tous les sons qui t'entourent. Et l'enfant va basculer en état de panique, en état de surcharge, en état de désorganisation, voire de dissociation. Donc, il faut être prudent avec les outils. C'est pas banal. Et on peut certainement pas leur laisser non-stop. Il y a des règles. Et pour ça, il faut aller voir un professionnel qui va évaluer tout le profil neurodéveloppemental et sensoriel de votre enfant et qui va vous recommander les bons outils, comment les utiliser, pourquoi les utiliser combien de temps à chaque fois et sur quelle durée dans le temps et comment qu'on va faire pour sevrer. C'est correct pour les enfants qui sont sensibles un peu au bruit, d'utiliser des coquilles anti-bruit à chaque fois qu'ils vont voir des feux d'artifice. C'est ponctuel. Bon, à la limite, ok. Mais l'humain est fait pour être exposé à différentes stimulations. On n'est pas fait pour être encabané avec des outils sensoriels, emmitouflé, surprotégé, pour qu'il ne nous arrive rien. Puis bon, non, le but c'est de travailler le profil sensoriel pour le normaliser et d'utiliser des outils dans l'objectif de normalisation. Toujours, toujours. Donc voilà. C'est super important de bien comprendre ces notions-là parce que au final, autrement, ça crée préjudice à notre enfant, bien malgré nous. Et le milieu de garde et le milieu scolaire aussi doit bien comprendre ça parce que sinon lui aussi il crée préjudice. Et donc il faut bien comprendre. Moi je dis tout le temps dans l'ensemble de mes conférences, de mes formations, la plus grande problématique c'est l'ignorance. Parce que quand on ignore, on peut faire des erreurs. Fait que c'est toujours de se rendre curieux. On voit un jouet, on voit un toutou, je sais pas moi. On se pose pas de questions, c'est un toutou. On voit un ballon, on se pose pas de questions. Mais quand on voit quelque chose qui est lourd, qui est différent, posez des questions aux éducateurs, posez des questions à l'enseignant. Ah, mais pourquoi tous les enfants ont des coquilles anti-bruit? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour mon enfant? Soyez curieux. Allez lire là-dessus. Vous venez poser des questions à des professionnels comme moi pour s'assurer que ça ne soit pas utilisé de manière aléatoire et de manière un peu superficielle, sans recherche derrière. Notamment avec mes mamans du programme Artemis, c'est justement ça qu'on fait, c'est que à travers tous les cours qu'elles ont, les cours théoriques, si moindrement on arrive à voir que leurs enfants ont des manques ou ont des besoins, moi je suis là pour répondre à leurs questions par rapport à quelle activité qu'on met en place, par exemple, pour leurs enfants, mais notamment s'ils ont des questions sur les outils sensoriels, moi de les orienter dans la bonne direction, vers les bons objets pour leurs enfants. Donc c'est vraiment apprendre avec précaution et d'aller poser des questions
à la bonne personne. Et effectivement, il n'y a pas de livre vraiment beaucoup là-dessus. Moi, dans ma formation, Les Sens en folie, sur mon site internet, donc www.patricia-ergothérapeute.com, je décris des objets sensoriels, des outils sensoriels, quelle est la visée, pour quel sens et comment les utiliser. C'est ça aussi l'objectif, c'est de développer vos connaissances par rapport à ça pour les utiliser adéquatement et pour le bien-être et l'évolution de votre enfant. Parce que l'objectif, c'est que votre enfant évolue avec ces outils-là, pas qu'on leur nuise, bien entendu. Donc, voilà. Je vous invite à m'écrire en message privé, que ce soit pour Artémis ou mes formations, notamment les Sens en folie. Si vous voulez obtenir plus d'informations par rapport à ces formations-là, concrètement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait dans ces conférences ou ces formations ou le programme d'accompagnement Artémis, ça va me faire plaisir d'y répondre et de vous accompagner dans vos questionnements, vos préoccupations, vos doutes, des fois par rapport à ce que vous voyez en garderie, à l'école ou ce que vous-même vous mettez en place à la maison. Et c'est humain, c'est normal. On n'est pas des robots, on ne connaît pas tout. Moi, c'est mon expertise, c'est mon travail. Vous, vous avez votre propre expertise. Donc, je suis là pour vous. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, soirée à tous. Je vous fais un gros bec et je vous dis demain, on se revoit pour la posture parentale et d'intervenant en général en lien avec le sujet de la semaine. Ciao tout le monde!